Mesdames et messieurs, la cour! Bien, Madame le procureur général, messieurs les bâtonniers, Monsieur le Premier conseiller, il y a peut-être quelques collègues aussi dans la salle, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, avec tous les membres du jury, de participer à cette nouvelle édition de l'As de la plaidoirie. Je remercie bien entendu tous les organisateurs, toute l'équipe des organisateurs, et notamment Carole Assoum, qui a organisé de main de maître cette nouvelle édition. Alors, je suis un peu dans une phase de découverte moi-même, puisque c'est la première fois que je participe à cette manifestation. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir dans ce bel amphi Cujas. J'ai interrompu mon cours d'ailleurs tout à l'heure pour venir. Les étudiants ont été très contents d'ailleurs que je finisse un peu plus tôt. Il faut savoir être populaire. Et notamment, je parlais de Cujas. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique de Cujas, rassurez-vous. Mais en tout cas, Cujas a été l'un des grands représentants de l'humanisme juridique. C'est un Toulousain qui a enseigné à Toulouse et ailleurs. Et je pense que c'était bienvenu de nous retrouver aujourd'hui dans cet amphi qui est appelé l'amphi Cujas et dans lequel plusieurs membres de ce jury ont été étudiants il y a déjà quelques années dans un amphi qui n'était pas aussi joli qu'aujourd'hui, je puis vous le dire. Donc, bienvenue à tous. Notre présidente, Corinne Mascara, malheureusement n'a pas pu être présente, mais elle vous transmet également tous ses encouragements. Donc, c'est l'Université Toulousain-Capitole et la Faculté de droit et sciences politiques de Toulouse qui est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Voilà pour ces propos introductifs. Maintenant, je pense qu'il faut passer au cœur de cet exercice et commencer à écouter les interventions orales des différents candidats. Bon après-midi à tous. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre un homme que la vie n'a pas choyé, un homme qui a connu la haine, le mépris, le rejet. Il croyait à la bonté et au talent du sorcier qu'il admirait tant, mais découvrit que seul le profit lui était important, et par un coup fatal de baguette magique, sa vie en un instant devint pathétique. Mesdames, Messieurs, tout être humain dans la pratique de ses passions, vocations, occupations, souhaite rencontrer le maître en la matière. Existe-t-il au monde un seul musicien qui n'ait jamais rêvé de jouer avec Mozart? Un seul prêtre qui n'ait désiré approcher le pape? Un seul publiciste qui n'ait souhaité s'entretenir avec Oriou? Moi-même, amatrice de belles mélodies et de richesses textuelles, je rêve de rencontrer Maître Gims. De même, il n'existait pas un seul sorcier qui n'ait jamais souhaité rencontrer le grand, le célèbre Harry Potter. C'est pourquoi mon client, Tom Elvis Jedusor, sorcier inexpérimenté et grand fan invétéré, a naturellement pris rendez-vous avec lui.
ayant lu la totalité de ses ouvrages, cru en ses miracles, admiré ses exploits, assisté à ses conférences, il accordait une confiance inconditionnelle à celui qui était son idole, son modèle, son héros de toujours. Hélas, cette confiance a été trahie. Pour une simple opération bénigne destinée à corriger un défaut mineur, Tom Jedusor a connu le déshonneur. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, si autrefois il était beau et séduisant, dorénavant son visage endommagé et dépourvu d'appareil nasal tient davantage du sphinx de Gizeh que de Cléopâtre. D'une erreur, d'une négligence de M. Potter ont résulté de nombreux préjudices qui, par la magie de la causalité adéquate, lui sont indirectement imputables. À commencer par un préjudice esthétique évident. Il s'est quand même retrouvé avec le néanmoins. Néanmoins, cet accident a aussi généré d'autres souffrances. Outre des problèmes respiratoires récurrents, mon client souffre d'un aspect disgracieux dont il n'est plus besoin de prouver la réalité. Certains l'ont même comparé avec Marine Le Pen. De surcroît, il se voit privé du plaisir d'humer les savoureuses senteurs qui faisaient autrefois son bonheur. Les douces effluves d'un café de bon matin, les gourmandes odeurs des banquets de Poudlard, la mer fumait de la décomposition de son directeur. Mais au-delà de ça, il n'a plus aucune crédibilité. Cette nouvelle apparence ne suscite que peur, mépris et animosité. Outre, sans mentionner les échecs répétés de ses relations amoureuses, il a perdu son travail et s'est vite retrouvé sans le sou. Car oui, vous le saurez, quand on prend votre nez pour en faire un cale-porte, Pôle emploi devient vite votre meilleur ami. Des factures impayées et impayables affluaient chez mon client avec la même abondance que les lettres de Harry le jour de ses 11 ans. Incapable de payer son loyer, il s'est fait chasser de son appartement. Seul, avec le basilic, son petit lézard de compagnie, il n'avait nulle part où aller. Même Jawad n'a pas voulu le loger. Et comme si ça n'était pas suffisant, à partir de sa transformation, plus personne n'osa prononcer son nom. Savez-vous à quel point ce peut être handicapant? Rien que pour les papiers administratifs, force est de constater la longueur de sa signature. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, même pour parapher, il faudrait des heures. Et le pire, mesdames et messieurs, c'est dans les relations sexuelles. Vous imaginez? Oh oui, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Encore celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Pas crédible. Vous m'aurez compris, suite à cette ablation du nez, mon client ne respirait pas la joie de vivre. Le dommage est donc caractérisé et le lien de causalité aisément établi. En allant voir M. Potter, mon client avait encore un nez. Petit, certes, mais il en avait un. C'est comme ces hommes que la nature n'a pas gâtés. C'est petit, certes, mais ils en ont un. Et ils y tiennent au moins autant que M. Jedusor tenait à son propre organe olfactif. Dès lors, la responsabilité de M. Potter doit être engagée en vertu du contrat à titre onéreux qui existait entre les parties. Car oui, Potter ayant été formé par Gilderoy Lockhart, il n'aurait pas exploité un tel filon à titre gratuit. Or, le Code civil moldu prévoit des dommages et intérêts en cas de non-respect des obligations contractuelles. Par ailleurs, Harry Potter, qui affirme pouvoir tout faire, tout entreprendre, tout réussir, était tenu de ce fait à une obligation de moyens renforcés. C'est le cas, selon la jurisprudence, lorsqu'un prestataire est soumis à de faibles aléas et engagé de fait à un résultat conforme. Mais au-delà du contrat, M. Potter a violé des dispositions du Code moldu de santé publique. En effet, la chirurgie esthétique est définie par le Larousse, et par là je ne désigne ni ma contradictrice ni un membre de la famille Weasley, comme une opération qui change les formes du corps ou du visage dans un but esthétique. Or, l'article L6324-2 du Code précité punit de 150 000 galions l'exercice de la chirurgie esthétique sans autorisation prévue par la loi. Alors, je vous pose la question. Avez-vous vu le moindre diplôme? Vous a-t-on fait parvenir la moindre autorisation? Dites-moi, M. Potter promettait de réaliser tous les rêves de tous ses fans. Ainsi serait-il non seulement chirurgien, mais aussi, que sais-je, ingénieur, pilote de ligne, juriste, architecte? Je doute qu'il ait un diplôme pour chacune de ces spécialités. Ainsi, à moins que M. Potter nous présente immédiatement une telle autorisation, une sanction devra s'ajouter à ces dommages et intérêts. Suite à ce désastre et ses multiples conséquences,
le pauvre Tom Jedusor a sombré dans une terrible dépression. Ne pouvant accuser le coup, il ne trouva d'autre moyen que d'aller s'enivrer à Préolard. Après une quinzaine de bières au beurre aux 3 balais, ses sens étaient troublés, ses problèmes oubliés. Si vous me le permettez, il avait un petit coup dans le nez. Cela explique son erreur sur le chemin du retour, en arrivant devant une maison qu'il a cru à tort être la sienne. Voulant saisir les clés de sa poche, il sortit par inattention sa baguette magique. Agacé, il voulut pousser un juron, mais sa mâchoire engourdie et sa langue pâteuse ne prononcèrent qu'un vague « abadakibadal », ce qui, curieusement, eut pour effet d'ouvrir la porte. Cher juré, ce balbutiement fut sa seule parole de la soirée pouvant s'interpréter comme une vague formule magique. Et la baguette a fait le reste. Réalisant son erreur, mon client s'apprêtait à refermer la porte et s'en aller, mais il aperçut alors à l'intérieur le corps sans vie de Ron Weasley. Ce n'était pas dans ses habitudes de fourrer son nez partout. Pourtant, un élan d'humanité le poussa à entrer pour le secourir. Mais bien sûr! Et qu'auriez-vous fait, vous? Imaginez, vous êtes sous et, croyant rentrer chez vous, vous tombez nez à nez, façon de parler, avec un cadavre. Évidemment que mon client a voulu aider. Évidemment qu'il l'a emmené voir Hagrid, seul représentant d'un quelconque service public dans le monde des sorciers. Alors, peut-être mon client a-t-il manqué de flair. Mais sachez, mesdames et messieurs, que son acte était héroïque et qu'il s'est comporté en collaborateur du service public des secours. Il ne peut par conséquent être tenu responsable de son erreur. Mais, malgré la grande bienveillance de mon client, le voilà accusé de tentative de meurtre et d'entrer par effraction chez M. Potter, alors même que la porte est restée intacte, alors même que la formule prononcée était loin, très loin du terrible Avada Kedavra, alors même que mon client a prouvé maintes et maintes fois sa bonté et sa bienveillance. Sur son triste visage estropié se lisent la pureté, la fragilité, l'innocence. Il n'y a qu'à les regarder, lui et ses copains. Ils ressemblent plus à un groupe de rock à la retraite qu'à des terroristes. Et puis, quel genre de criminel conserve un journal intime, telle une adolescente effarouchée? Monsieur le Président, toutes ces accusations, c'est de la poudre de cheminette. Sans preuve d'effraction, ou plus improbable encore, d'intention de meurtre, les infractions alléguées sont infondées et doivent être rejetées. Par suite, le grand Harry Potter, du sommet de son monopole dans le business très lucratif de la résurrection, ose invoquer, tenez-vous bien, un détournement de clientèle. Clientèle? Clientèle? Mesdames et messieurs, était-ce ainsi que vous voyez les choses? Ne sentez-vous pas votre enfant se broyer, mutiler, décimer, en constatant que M. Potter n'a jamais considéré Ron comme son ami, mais comme un client? Quelle tristesse, quelle vénalité! Ainsi, sa première réaction en apprenant le décès de Ron fut de scander qu'on lui avait volé un mort. Alors, reprenons les fondamentaux, si vous le voulez bien. L'article 331-1 du Code pénal moldu définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La chose d'autrui. Peut-on vraiment considérer Ron comme une vulgaire chose? Et pourtant, selon le Code civil, la mort met fin à la personnalité juridique. Alors, j'en conviens, si le cadavre n'est plus une chose, il peut dans une certaine mesure, si le cadavre n'est plus une personne, il peut dans une certaine mesure être une chose. Mais dans ce cas, j'aimerais poser une question simple, basique, à laquelle même les non-juristes bienheureux dans cette salle pourront répondre. Peut-on se faire voler une chose qui ne nous appartient pas? Voilà. La réponse est dans la question. Pour que M. Potter soit victime de vol, encore eût-il fallu que le dit cadavre lui appartienne. Seulement voilà. L'article 16-1 du Code civil moldu dispose que le corps, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Il semble que le bilan soit clair. M. Potter n'a pu, à aucun moment, entrer en possession de Ron Weasley. En tout cas, pas au sens juridique. De facto, il n'est pas fondé pour agir. Il serait alors contraire au bon sens de condamner mon client, qui non seulement croyait bien faire, mais qui en plus n'a matériellement pas pu se rendre coupable des faits allégués. Et justement, M. Potter savait pertinemment que le droit lui donnerait tort, qu'il était dans l'erreur, puisque lâchement et sournoisement, en lieu et place de saisir la présente juridiction, il a préféré salir publiquement la réputation de mon client, le dénoncer sans passer par la justice, le surnommer Voldemort, le discréditer, l'insulter. Cela ne fait aucun doute, mesdames et messieurs.
en faisant le choix d'accuser mon client de telle manière, par voie de presse, sans droit de réponse, sans preuve ni jugement, M. Potter s'est rendu coupable de diffamation. Mais la plus grande insulte qui ait été faite au pauvre Tom Jedusor, comme un ultime qui est donné, fut la diffusion contre son gré de son image dans le plus simple appareil et dans un état de totale vulnérabilité. Alors que mon client, en pleine confiance, s'était laissé administrer une anesthésie générale, M. Potter en a profité pour capter une image humiliante de son patient sur la table d'opération. Inconscient, entièrement nu, diminué, cette image révèle de nombreux secrets gênants à son sujet. Son visible pustule, poridé, bourrelet, acné, forte pilosité et une verge proportionnelle à la taille de son nez après l'opération. Tous ces éléments relèvent de la vie privée, protégée par la loi et par l'article 8 de la Convention enchanteresse des droits de l'homme. La diffusion de l'image d'une personne, connue ou non, dans un lieu privé et sans son consentement, donne lieu à tout le moins à des dommages et intérêts. Mais de manière manifeste, l'article tout entier constitue une atteinte à la vie privée, au droit à l'image, à la dignité humaine, à la présomption d'innocence, au secret professionnel, et j'en passe. Au vu de la totalité des moyens exposés, n'importe quelle personne rationnelle dotée d'une faculté de raisonnement minimale saura convenir que M. Potter doit être sanctionné pour ses méfaits. C'est pourquoi je demande aux membres de la noble cour de prendre considération avec clairvoyance des demandes suivantes et de mettre à la charge de M. Potter, premièrement, des dommages et intérêts dont la somme est estimée à 40 000 galions au titre des préjudices résultant de l'article litigieux et du non-respect des obligations contractuelles. Deuxièmement, une condamnation pénale de 150 000 galions d'amende et 5 ans à Azkaban avec ses copains les détraqueurs au titre de l'article litigieux et de l'exercice illicite de la chirurgie. Troisièmement, une obligation de réparation du préjudice esthétique par tout moyen, magique ou non, accompagnée d'une obligation de démentir publiquement ses propos dans la Gazette du Sorcier. Quatrièmement, un remboursement en vertu de l'article 700 du Code de procédure magique des frais et entiers dépens. Et enfin, cinquièmement, je demande un retrait de 150 points pour la maison Gryffondor. Par là même, les honorables membres de la Cour ne pourront que prononcer le rejet des prétentions en défense concernant tant les prétendues effractions et tentatives de meurtre que la qualification infondée de vol de cadavre. Je terminerai, mesdames et messieurs, en faisant appel à votre morale. Mon client est une victime, et les cicatrices que lui laisseront ce litige seront bien pires qu'un simple petit emoji en forme d'éclair. Pour appuyer mes propos, si d'aventure il en était besoin, je vous rappellerai cette citation de M. Albus Perceval Dumbledore, directeur de Poudlard. « Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. » De la même façon, regardons au-delà des aptitudes, pour lesquelles je ne doute pas que M. Potter surpasse mon client, et observons les choix des parties. Là où mon client a choisi l'humanité, l'honnêteté et la solidarité, M. Potter a préféré le profit, la vengeance et la sournoiserie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, dans l'attribution de vos pouvoirs et au nom de la justice, je vous demande de rétablir un équilibre. Si Dumbledore disait vrai et que nous sommes déterminés par nos choix, je ne doute pas un seul instant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, que vous saurez faire le bon. Je vous remercie.